Voilà donc nous sommes revenus sur Studio Qualita pour commenter les résultats de ces élections municipales 2018 pour vous fournir, on va dire de la manière la plus précise, ces résultats qui sont tombés il y a environ au cours des dernières heures, c'est-à-dire au petit matin. Ce matin, on a pu établir les résultats que ce soit pour les chefs, les maires qui ont été élus ou ceux qui sont en ballotage, en tout cas les candidats aux mairies qui sont en ballotage, également les membres des conseils municipaux. Pour commenter ces résultats, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Yom Tov Kalfon. Yom Tov, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, nous allons essayer ensemble de commenter ces résultats. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Allez-nous, ce parti, cette formation ou ce mouvement, on va dire, qui a porté depuis un peu plus d'un an maintenant des candidats, qui a essayé de faire augmenter la représentativité des francophones en Israël dans les conseils municipaux. Nous allons voir également comment les candidats soit de Allez-nous, soit proches d'Allez-nous, eh bien, ont été élus ou n'ont pas été élus dans ce scrutin d'hier. Mais en tout cas, tout d'abord, nous allons dresser, on va dire, un tableau avec les premiers résultats, les résultats généraux. Tout d'abord, il faut mentionner le taux de participation. Le taux de participation de ces élections municipales est de 57%. Il faut rappeler que c'était comme je le disais tout à l'heure, c'est un jour chômé. On n'a pas travaillé, donc c'était une décision du ministre de l'Intérieur il y a 5 ans. Je crois que le ministre de l'Intérieur à l'époque c'était Guidon Sahar, si je ne m'abuse. Donc quelque part on s'est beaucoup posé la question de savoir s'il fallait qu'une journée comme cela soit chômée, parce que ça coûte beaucoup d'argent au pays. Ça fait arrêter le pays d'une certaine manière, même si beaucoup d'Israéliens ont profité de cette journée extrêmement ensoleillée pour se promener à travers le pays. Quelque part, à travers le résultat, il y a eu, on veut dire, 5% de taux de participation de plus, de 5% de participation de plus, 57 face à 52 il y a 5 ans. Une première question rapidement, Yom Tov, est-ce que le jeu en valait la chandelle? Faut-il maintenir cette journée comme une journée chômée? Bon, premièrement, en Israël, on n'est pas un pays où nous avons énormément de journées chômées dans l'année par rapport à ce qu'on a connu par exemple en France, où il y a par exemple en France le dimanche, on n'a pas en Israël. Alors dans un pays où on parle peut-être de rajouter une journée chômée dans la semaine, peut-être, je pense que premièrement à l'échelle même sociale, c'est pas une mauvaise chose qu'il y ait une fois tous les 5 ans une journée chômée de manière générale. Je suis d'accord que le taux de participation est un peu plus faible que prévu, c'est-à-dire que on pensait se rapprocher des taux de participation des élections à la Knesset, qui est aussi une journée chômée. Qui sont beaucoup plus élevés, ils sont autour de 72, 70, 75%. 70%, exactement. Donc c'est vrai que ce n'est pas encore le taux de participation, ou ça ne se rapproche pas encore du taux de participation de la Knesset, mais ça reste... on avait une situation en 2008, par exemple, où il y avait eu moins de 50% de participation aux élections municipales. Donc il fallait essayer de pousser les gens à voter pour ce scrutin, pour ces élections municipales. Bon, avec un taux à 57-58%, alors c'est pas très très élevé, mais ça reste quand même mieux que 48-49% qu'on avait eu à certaines échéances. Ok. Alors maintenant rentrons ensemble dans le vif du sujet, avec, on va dire, à tout seigneur, tout honneur. Nous allons commencer par la capitale, par Jérusalem, qui était au cœur, on va dire, d'un immense débat, on va dire, politique et municipal. 4 candidats s'était distingué pendant toute cette campagne. Ofer Berkovitch, qui représentait, on va dire, le parti Hitorerut, on va dire le parti plus laïque ou même traditionnaliste, avec un parti, on va dire, extrêmement dynamique. Ofer Berkovitch, Moshe Leon, qui était le candidat soutenu par Avigdor Lieberman d'un côté et Aryeh Deri de l'autre, et qui a été soutenu également par une partie des orthodoxes ashkénazes. Zeev Elkin, qui était le candidat de Binyamin Netanyahou, ministre de l'Environnement, ministre de Jérusalem, membre du cabinet restreint, dont la candidature avait suscité une certaine interrogation, se demander pourquoi il était venu dans cette course municipale, alors qu'il était très élevé dans la hiérarchie au sein du gouvernement. Et puis le dernier candidat, Yossi Deutsch, qui représente une partie, on va dire, ce que l'on appelle le monde chassidique dans Jérusalem, dans la communauté importante orthodoxe de Jérusalem. Alors, les résultats, on
les connaît. Il y aura un second tour. Il n'y a pas de candidat qui a réussi à obtenir les 40%. On peut dire que c'est Moshe Leon qui sort grand vainqueur de ce premier tour avec 33%. Devant Ofer Berkovitch, 29%. Mais le grand vaincu, c'est Zeev Elkin, qui n'obtient que, on va dire, 19-20% des suffrages, même devant Yossi Deutsch, qui n'en obtient que 17%. Alors, on peut dire la première constatation, c'est l'échec de Zeev Elkin. Est-ce que pour vous c'est un échec pour Binyamin Netanyahou aussi? C'est une sorte de camouflet indirect pour Binyamin Netanyahou, où il ne faut pas tirer des conclusions, on va dire nationales, d'un résultat municipal? Non, je pense que c'est d'abord une victoire des candidats qui sont des candidats du terrain. Zeev Elkin, des 4 candidats que vous avez cités, est le seul à ne pas être vraiment lié au terrain de Jérusalem. Il a été parachuté d'en haut, il n'habitait pas Jérusalem, mais bon, une proche banlieue, mais n'habitait pas Jérusalem. Il n'était pas membre du conseil municipal, contrairement aux 3 autres candidats que vous avez cités. On peut citer le score de Yossi Deutsch, qui est quand même un très bon score. Ouais. Parce que Yossi Deutsch, sa candidature n'était pas certaine jusqu'à la fin, quasiment. Exactement. Il a d'ailleurs, dans les premières estimations hier, il était même au-dessus d'Elkin. Et bon, là, en fin de compte, il a un résultat très proche de celui d'Elkin. Et alors, on peut rajouter, Moshe Leon a échoué il y a 5 ans justement parce qu'il était parachuté. Il est resté pendant 5 ans à Jérusalem. Il a travaillé. Et les Yerushalmim, les habitants de Jérusalem, lui ont rendu. Voilà, ils ont pris ça en considération, et c'est pour ça qu'il est en tête de ce soir. C'est une prise de considération d'un travail de 5 ans de terrain. Berkovitch est depuis 10 ans actif avec sa liste Hitorut à Jérusalem. C'est pris en considération. C'est-à-dire que le premier enseignement est que et surtout à Jérusalem, les habitants de Jérusalem veulent quelqu'un de Jérusalem, veulent quelqu'un de terrain, veulent quelqu'un qui travaille pour eux et pas une star venant du gouvernement. Je pense que c'est le premier enseignement. Ok. Alors, ce qui est important, et là on va aussi rentrer aussi dans le vif du sujet avec les candidats francophones, c'est aussi le conseil municipal. Et là, on va dire pas de surprise, parce que le conseil municipal compte à Jérusalem 31 membres, 31 membres, et on peut dire que d'après les résultats dont nous disposons aujourd'hui, et vous allez me dire s'il y a eu des changements peut-être dans les dernières minutes ou les 2 dernières heures, le parti d'Egal Torah orthodoxe lituanien l'emporte avec 6 sièges dans le conseil municipal, Agouda 3 ou 4, le parti Chasse apparemment 5, et puis du côté on va dire plus laïque, c'est Hitorut qui se distingue avec 6 candidats qui rentrent à la mairie, et parmi ces 6 candidats il y a Danny Luz qui est déjà conseiller municipal depuis maintenant on va dire un peu plus d'1 an, environ 1 an, qui est conseiller municipal et qui est réélu. On peut dire que Danny Luz est, on va dire, porte la casquette, on va dire, de la communauté francophone. Il est canadien d'origine, mais il est très proche de la communauté francophone à Jérusalem. Le foyer juif n'obtient que 2 mandats apparemment, ce qui signifie que Sam Kadosh, le directeur général du CNEF, qui était numéro 3, n'est apparemment pas élu. Il faudra voir si ce sont des résultats définitifs ou pas. Et il y a aussi 1 ou 2 membres de ce conseil municipal qui appartiendront au parti d'Aryeh King. Comment vous analysez ces résultats? D'abord sur le plan général, c'est-à-dire on voit véritablement une masse orthodoxe dans le conseil municipal. C'est pas une surprise, ils y étaient déjà, ils représentent la moitié de la population. C'est cohérent. Les résultats sont cohérents par rapport à la population, par rapport à la démographie de Jérusalem. La réélection de nos 2 conseillers municipaux francophones, qui je vous rappelle ont été nommés en fin de mandat les 2. Par des accords de rotation et pas par une élection. Voilà. Pour le parti Chad, c'est donc le Rav Shmuel Marciano. Voilà, le Rav Shmuel Marciano, 5e, et Danny Luz, donc en gros Danny Luz qui était le premier candidat à l'ENU, avec qui on a travaillé dès le début et qui est rentré au conseil municipal grâce à notre action et qui, on est content aujourd'hui, est réélu par l'élection, pas par un accord de rotation, mais par une élection. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Je suis très heureux pour Rav Shmuel Marciano et pour Dan. On va pouvoir travailler avec eux. On a au moins deux représentants sur 31 au conseil municipal de la capitale d'Israël. Je pense que c'est important et c'est un beau score. Évidemment, nos pensées vont vers Sam Kadosh parce qu'apparemment, il
contrôle le mandat, Eh oui. et ça s'est joué à peu, et on aurait voulu avoir donc notre troisième conseiller municipal, mais moi je reste positif, ça peut être partie remise, il peut y avoir des désistements en cours de route durant le mandat. Et évidemment, si un des trois des deux membres élus du Baït Yehudi se désiste pour quelque raison que ce soit, ça peut être des bonnes raisons, par exemple pour courir à la Knesset, par exemple, ou des choses de ce genre. Alors Sam sera conseiller municipal, donc j'ai envie de dire, ce n'est peut-être que partie remise pour avoir notre troisième conseiller municipal à Jérusalem. Et ce qui est totalement stupéfiant, c'est que à Jérusalem, dans le conseil municipal, eh bien, si par exemple dans 2 semaines, Moshe Leon devait être élu, eh bien, il serait élu sans avoir un seul représentant dans le conseil municipal. C'est tout à fait inédit ce cas de figure. Oui, c'est inédit. Si Moshe Leon est élu maire dans 2 semaines, il sera maire sans avoir été même conseiller municipal, puisque sa liste n'a pas obtenu de mandat. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il y aura 32 conseillers municipaux à Jérusalem. La loi prévoit ce cas de figure. Si le maire est élu, mais sa liste n'a pas un seul mandat, alors on rajoute un mandat au conseil, c'est-à-dire que Moshe Leon siégera au conseil municipal de par sa fonction de maire, et on aura 32 conseillers et pas 31. C'est tout à fait intéressant. Alors, nous allons essayer aussi de parcourir les autres villes. À Tel Aviv, Ron Hulday a été élu pour un 5e mandat. Il a 75 ans, avec 46% des suffrages. Il en fallait 40. Son challenger, Asaf Zamir, n'a pas réussi à le détrôner, bien qu'il se soit rapproché. Il était parti de loin, avec 34%. Ce que l'on peut dire du côté des francophones, c'est qu'apparemment, Olivier Rafovitz, qui était tête de liste de cette formation Olim Beyachad, une formation d'Olim qui n'était pas seulement composée d'Olim francophones, mais également d'Olim de tous les horizons. Elle, apparemment, soutenue par le parti d'Avigdor Lieberman. Ouais, soutenue par le parti d'Avigdor Lieberman. Alors, le parti d'Olivier Rafovitz n'a pas passé le seuil d'éligibilité? Oui, de mes informations que j'ai obtenues, apparemment il n'a pas passé le seuil d'éligibilité. Ça veut dire que malgré tout, parce que d'après ce que j'avais compris, il semblait qu'il fallait environ 4000 voix pour entrer au conseil municipal dans le cadre de cette liste. 4000 voix, si l'on doit tenir compte de l'importante communauté francophone à Tel Aviv et peut-être même d'autres communautés d'Olim, eh bien, même ces 4000 voix, ça semble être difficile à obtenir. Oui, je crois que c'est un peu plus de 4000 voix à Tel Aviv, car cette fois-ci, Tel Aviv, contrairement aux autres élections, le taux de participation était bien plus élevé. Oui. C'est-à-dire que la journée, on en parle au début de l'émission, le jour férié a eu son effet sur la population de Tel Aviv, qui votait vraiment avec des taux de participation très très faibles aux dernières élections. Le taux de participation a été fortement plus élevé à Tel Aviv, ce qui a augmenté évidemment le seuil d'éligibilité. Par rapport à la population francophone, je ne suis pas sûr que la population francophone s'est réunie autour de la liste d'Olivier Rafovitz, puisqu'il y avait aussi un francophone dans la liste religieuse, dans la liste du Baït Yehudi, Michael Bensoussan. Et donc je pense qu'au niveau du public francophone, les voix se sont séparées au moins entre ces deux listes. Il y a aussi des francophones qui ont voté pour la liste, j'imagine, de Ron Hulday, le maire, malgré qu'il a été rattrapé en fin de campagne par Asaf Zamir, un maire très apprécié à Tel Aviv, y compris par la population francophone. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, le seuil d'éligibilité certes pas atteint par une liste de Olim, qui n'était pas tout à fait une liste de Olim, mais plutôt la liste du parti Israël Béthéné. Alors, nous allons rapidement passer sur Haïfa, pas parce que ça ne nous intéresse pas, c'était d'ailleurs tout à fait intéressant, puisqu'il y a une grande surprise, puisque c'est Anat Kalish-Rotem qui a détrôné le maire de Haïfa depuis 20 ans, Yona Yahav, en obtenant 55% des suffrages contre 38 à Yona Yahav. Bon, c'est en soi, sur le plan, on va dire, national, une surprise et une victoire intéressante pour Anat Kalish-Rotem. Mais nous allons nous focaliser un peu plus sur les villes où il y a une communauté francophone importante, comme par exemple Netanya. Netanya, on va le dire, alors Myriam Feinberg, qui est pourtant dans une situation un peu, on va dire, judiciaire un peu particulière, puisqu'elle est toujours soupçonnée de corruption, l'a emporté au premier tour. Elle reste maire pour un 5e mandat. Elle a obtenu une majorité de plus de 40%.
Elle a eu presque 50%. Voilà, presque 50%. Ouais. Face à Yoni Shedbon. Yoni Shedbon, qui on veut le dire, était, on va dire, un représentant solide de la communauté francophone qui n'obtient que 28%. Alors, apparemment, tout de même, dans le conseil municipal, il y aura plusieurs francophones qui vont voilà. Alors, il s'agit d'Avis Lama. Alors, il s'agit d'Avis Lama, donc de la liste de Myriam Feierberg, des candidats évidemment d'Alenu, Yoni Shedbon lui-même, et Liora Lévy, qui était numéro 2 de Yoni Shedbon. Donc, sur un conseil municipal de 27 membres, 3 francophones, plus donc 10% du conseil municipal qui sera francophone à Natania. C'est en soi une révolution. Dans une ville comme Natania, où le plus qu'il y a eu par le passé, c'était un conseiller municipal. Donc la force francophone au conseil municipal à Natania a triplé. Et je pense que c'est une excellente nouvelle. Alors, ça c'est important donc pour Natania. Passons à Ashdod. On peut quand même préciser par rapport au score de Yoni Shedbon. Myriam Feierberg a toujours gagné les élections depuis à chaque mandat avec des scores très très élevés. Et ses concurrents n'ont rarement dépassé les 20%. Yoni Shedbon, qui se rapproche de 30% de voix, se porte vraiment en opposant sérieux à Natania pour succéder, j'imagine, dans 5 ans à Myriam Feierberg. Et je crois qu'on peut au moins lui accorder cela, qu'il a mené une campagne sérieuse et qu'il a quand même signé avec un résultat assez élevé dans une ville où on savait en tout cas qu'on savait la force de la maire en fonction. Alors, nous saluons l'arrivée dans le studio d'Ariel Candel, directeur général de Qualita, qui va se joindre à nous pour commenter ces résultats. Nous déroulons, on va dire, ensemble, Ariel et avec Yom Tov Kalfon, le fil de ces résultats de ces élections municipales. Avec maintenant, nous avons parlé de Natania. Parlons d'Ashdod également, avec la réélection, c'était attendu, du maire Yiriel Lasri, et avec, on va dire, l'arrivée d'un francophone, le Rav David Twitou, qui siégera donc dans le prochain. De la liste chasse. Voilà, 4e de la liste chasse, qui siégera dans le prochain conseil municipal. Est-ce que c'est le seul francophone dans la ville d'Ashdod? À ce stade, oui. Il y a des accords de rotation, notamment dans la liste des Léviotes, la liste des femmes d'Ashdod, où il y a une francophone, Gaëlle Esquestati, qui aurait une chance apparemment, par un accord de rotation, de rentrer en fin de mandat sur la fin des 5 ans. Donc on aura probablement, durant au moins une partie du mandat, 2 francophones au conseil. C'est je pense, une bonne nouvelle pour la ville d'Ashdod, puisqu'il n'y avait pas du tout de francophones jusqu'à présent au conseil. Mais tout de même, il faut... tout de même, je suis obligé de vous poser la question. Tout de même, un francophone dans la ville d'Ashdod, alors que l'on sait qu'il y a une importante communauté là-bas, même si on sait qu'au cours des dernières années, Ashdod est devenu de plus en plus, on peut dire, une ville avec une forte population orthodoxe qui s'est concrétisée dans les élections là. C'est peut-être un peu décevant tout de même, non? Oui et non. Premièrement, il y a beaucoup de listes à Ashdod. Au niveau de la ville d'Ashdod, je pense qu'il y a avec le plus grand nombre de listes. Et en fin de compte, chaque liste a eu très peu de mandats. Pour parler du maire Yiriel Lasri, sa liste n'a fait que 2 mandats. Alors c'est quelqu'un qui avait par le passé 4, 5 mandats. C'est-à-dire qu'il y a énormément de listes à Ashdod. Donc il y a une dispersion de toute la population de manière générale, et aussi en partie de la population francophone. Il n'empêche que le fait que le Rav David Twitou a été choisi par le chasse en 4e place, qui est une place éligible pour le chasse, c'est en soi un acte fort que le chasse n'avait pas cru bon de faire par le passé, par exemple. Et c'est clairement en réaction à ce réveil francophone. Certes, par rapport au poids démographique francophone d'Ashdod, peut-être qu'on aurait dû avoir 2 conseillers municipaux dès le début, mais comme je dis, ça peut arriver durant le mandat. Donc, au vu de la dispersion des voix de la ville d'Ashdod, entre les mandats, il y a quand même aussi une cohérence. Tout cela nous fait, quand on déroule un peu les résultats, on a aussi le sentiment quelque part que la communauté francophone veut être représentée, mais c'est quand même assez difficile même de rentrer dans des conseils municipaux, alors que par exemple le monde orthodoxe, lui, est extrêmement présent. On le voit, il y a une sorte de mobilisation presque, même si elle est peut-être plus faible que dans le passé, il y a une sorte de mobilisation pour les conseils municipaux, et on voit que ce sont eux qui remportent dans certaines villes de manière assez importante les sièges au sein du conseil municipal, et qui ensuite, on va dire, peuvent gérer la ville comme ils le souhaitent. Mais parce qu'il y a une culture la du ville vote. Ou les villes, on va dire.
Bien sûr, il y a une culture du vote dans le monde orthodoxe qu'on doit saluer. Les taux de participation dans les quartiers orthodoxes, que ce soit à Jérusalem ou à Ashdod, sont très très élevés et dépassent les 90%. Et je pense que c'est ça l'enseignement qu'on doit avoir nous aussi comme communauté francophone, c'est le fait d'aller voter. Et ça, je pense que c'était le message qu'on a essayé de faire passer d'abord et avant tout, au-delà de nos candidats et au-delà, on va dire, de l'aspect politique pur, c'est d'aller voter, de faire entendre sa voix. Le public orthodoxe l'a compris depuis longtemps en Israël et va voter en masse à chaque élection, que ce soit aux élections faudrait qu'on puisse tirer les leçons. aux élections nationales. Il faudrait apprendre du public orthodoxe cette volonté de vouloir faire entendre sa voix et d'aller voter et d'être discipliné aussi dans le vote, puisque évidemment, généralement, ils votent en masse pour les mêmes partis. Et on peut dire que dans un parti comme Chasse, il y a rarement de surprises au niveau des résultats. Chasse sait avant les élections plus ou moins combien de mandats il va avoir parce que son public est discipliné et loyal, entre guillemets, et va voter en masse. Alors, Ariel Kandel, vous nous avez rejoint dans ce studio. Je vous demandais une analyse à chaud de ces résultats, en particulier, bien entendu, sur ce qui concerne la communauté francophone, parce que Qualitas s'est mobilisé, on peut le dire. Nous avons couvert ici ces préparatifs, cette campagne électorale ici. Nous avons reçu de nombreux candidats. Alors, ce matin, un sentiment de satisfaction, de déception, mitigé, comment vous réagissez ? De satisfaction. Alors moi je suis toujours optimiste par nature, on va dire. De satisfaction, d'abord je tiens à féliciter les gens d'Alenu, mon ami Yom Tov et mon ami Aria Bitbol qui ont fait un travail avec toutes les listes autour d'eux durant ces derniers mois. J'avais personnellement estimé à entre 5 et 10 le nombre de représentants francophones. Apparemment on serait à 7 d'après... Enfin, c'est pas encore définitif, mais on est plus ou moins donc à 2 à Jérusalem, 3 à Netanya, 1 à Ashdod et 1 à Binyamin, dans ce qu'on appelle la région de Binyamin. Évidemment, il faut souligner Lali Doré, notre ami Lali Doré, qui a été élu dans le conseil régional de Binyamin. Donc on serait sur la liste Alenu du matin Binyamin. Voilà, oui, donc on serait à 7 a priori, donc entre 5 et 10. Donc, encore une fois, comme on dit en ivri, kol atralot kashot, tous les débuts sont difficiles, mais c'est quelque chose, encore une fois, il faut toujours regarder le verre à moitié plein. C'est très important, surtout après ce genre d'effort, un effort énorme qui a été fait. Il faut également féliciter tous les candidats qui ont tenté, qui n'ont pas réussi, et qui doivent être quand même déçus ou pas ce matin, parce que certains ne seront pas élus au conseil municipal, mais certains sont encore en lice, non pas pour être élus au conseil municipal, mais pour que leur tête de liste soit maire dans certaines villes d'Israël, comme Jérusalem, on va peut-être en parler de façon particulière. Et ça, c'est également important de le dire. C'est-à-dire que même dans le cas où les gens n'ont pas été élus, il y a quand même un travail de relationnel qui a été fait entre ces candidats-là. Ça c'est très marquant. On en parlait hier. Sam Kadosh, Joël Burstin sont des gens qui se sont rapprochés, on va dire, de personnalités de très haut niveau et qui, à travers leur personnalité elle-même, eh bien, vont pouvoir faire promouvoir, en tout cas, les intérêts de la communauté francophone. Tout à fait. Il est évident que si vous prenez la ville de Jérusalem, le deuxième tour, donc, il va opposer donc Ofer Berkovitch à Moshe Léon. Donc certes, du côté de Léon, il n'y aura pas de représentant francophone au conseil municipal. Du côté d'Ofer Berkovitch, du tout d'ailleurs, effectivement. Du côté d'Ofer Berkovitch, il y aura donc notre ami Danny Louz qui a donc été élu en 5e position, puisque Ofer fera au moins 6 mandats, 6 sièges au conseil municipal. Et donc à partir de là, on sait pertinemment que le prochain maire de Jérusalem, que ce soit Ofer Berkovitch ou Moshe Léon, va tenir compte des Olim Khadashim, puisqu'il compte, on va dire, dans ses rangs, dans ses troupes très proches, on va dire, des gens qui sont extrêmement impliqués dans l'Alia et dans la Klita, que ce soit Joël Burstin du côté de Moshe Léon, ou évidemment Danny Louz et Sabrina Castro-Moïse du côté de Ofer Berkovitch. Et ça, c'est très important de le dire, parce que depuis le début, je l'avais dit moi-même, après le 30 octobre, il y a le 31 octobre, et le travail va commencer. C'est également ce qu'on avait dit à la réunion de tous les candidats francophones qui avait été faite avec Alenu vendredi il y a 2 semaines. Et c'est pour cette raison également que nous allons travailler avec les gens qui ont été élus, mais également avec ceux qui ne l'ont pas été dans les conseils municipaux, mais qui sont proches de ces maires-là qui ont été élus. Et je rajouterai peut-être 2 choses. On peut prendre également l'exemple donc de Yichael Lasri à Ashdod, où le travail avec lui forcément va continuer
un travail qu'on avait commencé avant. Et même la ville de Tel Aviv, Ron Huldaï, qui a donc été élu, lui, directement au premier tour. Ouais. Et c'est l'occasion de dire que, a priori, donc le 21 novembre, sera inauguré le hub de l'emploi à Tel Aviv, en présence de Kalita, en présence du maire nouvellement élu. La date a été fixée. Forcément, elle était sous condition de savoir quel sera le maire qui a été élu, mais vu qu'il a été élu au premier tour, donc on peut déjà dire que ce maire-là, qui a octroyé un endroit pour le hub de l'emploi de Kalita à Tel Aviv, sera également présent. Et on souhaite forcément à tous ces gens-là. J'aimerais continuer par rapport au maire. Ça va au-delà, je pense, de Jérusalem, Tel Aviv. Nous avons Batiam, Gil Cabrot, qui est en bonne place pour le deuxième tour, est élu. À ses côtés, Odélie Gonzalez et Benjamin Felous, donc les candidats francophones de Batiam. C'est aussi le cas, par exemple, à Ranana, en tête à Ranana Chaim Broïdé, qu'on espère élu au deuxième tour. Aussi à ses côtés, Youssef Salama, donc d'Alenu. C'est-à-dire qu'on a une situation où, si Dieu veut, dans 4 à 5 villes d'Israël, les maires des villes vont avoir à leur côté des personnes avec qui ils ont fait campagne, avec qui ils ont des relations très proches, des relations directes, et c'est en ça aussi une révolution. Vous avez parlé de Ron Huldaï qui a fait une vidéo à quelques jours des élections avec quelques mots de français, avec à ses côtés Jonathan Timon-Selem. Ça aussi, c'est un acte fort d'un des hommes, d'un des politiciens les plus prestigieux du pays, qui prend le temps de se tourner vers la population francophone, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut souligner ce matin. Alors, je voudrais vous poser à tous les deux, Ariel et Yom Tov, une même question. Qu'est-ce que l'on fait à partir d'aujourd'hui, au lendemain de cette fête démocratique, de ces élections? Comment peut-on les manœuvres, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire comment peut-on faire, oui, c'est-à-dire favoriser, capitaliser exactement, je cherchais le terme, capitaliser le résultat de ces élections pour aller plus loin, pour essayer justement d'avoir une représentation plus forte, d'avoir beaucoup plus de poids dans les instances municipales. Je pense dans les instances municipales, c'est évident. C'est ce qu'on a dit depuis quelques minutes. À partir du moment où certains ont été élus et d'autres sont proches donc des maires qui vont être en place, à part donc dès demain, dès la semaine prochaine, ou enfin dès que les coalitions dans les différentes mairies seront réalisées, nous viendrons pour discuter. En tout cas, en ce qui concerne Kalita, de tout ce qui est donc les questions d'intégration, le logement, l'éducation, forcément l'emploi, et aller même au-delà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à prouver quand même qu'on peut placer entre 5 et 10 conseillers municipaux et qu'il y a un début de mouvement, il est évident que par la suite, les gens pourront prendre effectivement... Alors je vais préciser ma question, c'est peut-être pas seulement dans le domaine municipal, on approche, politique. Vous savez, des élections législatives en Israël, ça sera dans les prochains mois. Est-ce qu'il y a une possibilité, Yom Tov, Ariel, est-ce qu'il y a une possibilité de voir une forme de représentation francophone à la Knesset, enfin? Oui, moi je pense que oui, clairement, et je pense que le moment est venu d'avoir une représentation francophone à la Knesset. Au niveau d'Alenu, nous avons évidemment aussi en ligne de mire ce scrutin. Nous en commençons à entendre des initiatives de francophones. Je pense notamment à Albert Lévy, qui se présente aux primaires du parti Zéhoud de Moshe Fregin, qui sont des primaires ouvertes, où en fait tous les habitants d'Israël peuvent participer, peu importe pour qui ils votent. Et donc c'est une première initiative francophone de se présenter aux primaires. J'espère que d'autres vont suivre, des francophones qui se présentent dans les primaires des partis, ou des dirigeants de partis qui vont décider de placer des francophones dans leur liste, les dirigeants dans les partis où il n'y a pas de primaire, où il y a des cases réservées par exemple. Et je pense que c'est le moment est venu. Alenu a réussi à percer les médias israéliens en étant présents vraiment avec une très grande couverture médiatique ces dernières semaines, que ce soit dans le Israël Hayom, dans les Yediot Aharonot, ou pendant le journal de 20h de la chaîne numéro 10 israélienne. Le fait que qu'on a parlé d'Alenu, qu'on a parlé des francophones, évidemment les dirigeants politiques israéliens le savent, le regardent, l'entendent. On a eu l'occasion d'avoir des rencontres avec certains de ces dirigeants durant la campagne de plusieurs partis différents. Comme vous savez, nous avons vraiment fait attention à travailler avec tous les partis et ne pas se bloquer sur un seul parti. Et nous avons eu des rencontres constructives et j'espère aussi productives. Et on va clairement vers cela, vers des francophones, je l'espère,
à la prochaine Knesset. Alors Ariel, vous avez vous aussi eu l'occasion de constater, disons-nous, le sérieux avec lequel on considérait la communauté francophone, le Kalita, qui est l'organisation, on va dire, représentative de cette communauté. Oui, d'abord, je suis tout à fait d'accord avec Yom Tov. Juste, je rajouterai 2 points. Le premier point, c'est qu'il y a en Israël 150 000 francophones, 150 000 Français qui habitent en Israël. Certains sont des Olim Vatikim, d'autres des Olim Chadashim. Mais même les Olim Vatikim commencent à comprendre qu'on peut voter et pour le Klal et pour le Prat, c'est-à-dire on peut voter et pour la généralité, pour des idées générales, et également voter, on va dire, pour des intérêts, on va dire, particuliers qui concernent la communauté des Olim. Et même ces Olim Vatikim qui ont encore de la famille en France comprennent aujourd'hui de plus en plus que s'ils veulent, par exemple, qu'un jour un plan de Aliyah soit fait sérieusement par l'État d'Israël, il va falloir également, à un moment, voter également francophone, c'est-à-dire pas que francophone, mais pour des francophones qui seront dans des listes qui le représenteront également au niveau de leur idéologie. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je peux également vous dire, pas un mini-scoop, mais il y a un mini-scoop, on va dire. Mais il y a une première enquête qui avait été publiée à l'époque dans un des dossiers justement sur Alenu après la fête de Purim, qui parlait également de l'électorat français durant ces élections. Il y a une deuxième enquête qui est en train d'être réalisée, et je peux déjà vous dire qu'aujourd'hui on sait que plus de 40% des Français en Israël ne savent pas ce qu'ils vont voter aux prochaines élections. Et ça, c'est très très important, parce que ça veut dire que les politiques israéliens vont pouvoir également s'intéresser à cette communauté et essayer également de les convaincre pour rejoindre leur rang. Et il faudra faire également ce travail-là aux élections municipales pour essayer de convaincre le maximum de Olim de voter pour des représentants francophones à la Knesset. Eh bien, Ariel Kandel, Yom Tov Kalfon, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita pour commenter à chaud, on peut le dire vraiment très à chaud, ces résultats des élections municipales 2018, premier tour, avec donc dans certaines villes comme à Jérusalem un ballotage et un second tour dans 15 jours. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et on vous souhaite une bonne continuation. Merci. Voilà, alors après avoir consacré les 3/4 de cette heure d'actualité à ces résultats des élections, nous allons marquer une pause musicale et tout de suite après, ce sera Eliana Gurfinkel et sa chronique Un jour notre histoire.